Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, de nouveau, comme la semaine dernière, on commence par un vlog pour faire un point d'avancement un peu sur mes différents projets. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait participer, donc autant que je continue jusqu'au bout. Et ensuite, la semaine dernière, je me plaignais un peu d'actualité Fujifilm un peu ronronnante. Et puis finalement, Fuji a annoncé un truc que j'ai trouvé plutôt pas mal. Alors, ils l'ont annoncé, je trouve, dans l'indifférence totale. Il n'y a quasiment pas de communiqué de presse, quasiment pas de communication vidéo nulle part. Ça a été repris sur aucun site quasiment. Le tweet, il a fallu attendre 3 jours pour que Fujifilm France tweet sur l'appareil photo. Donc indifférence totale, pourtant je trouve que l'appareil photo est plutôt sympa. Voilà, donc la première des choses, comme vous pouvez le voir, ça va être pour l'instant le décor que j'ai décidé pour les prochaines vidéos. Je ne suis pas entièrement satisfait, il y aurait plein de choses à améliorer. Après, voilà, il y a beaucoup de contraintes. Il faut que moi, ça reste un lieu de vie qui soit praticable. Il faut que ça soit facile pour moi au niveau des tournages, que les choses restent à leur place une fois qu'elles sont figées. Il faut que je puisse circuler dans la pièce. Donc voilà, beaucoup de contraintes. Mais pour l'instant, je me suis figé sur ça et je pense que c'est pas si mal. La nouveauté de la semaine, c'est l'annonce par Fujifilm du XA7. XA7, je l'ai dit, annoncé dans l'indifférence totale. Le XA7, il a pour rôle d'être l'entrée de gamme, puisque quelque part, le XT20, le XT30, ce n'est pas du bas de gamme, c'est plutôt du milieu de gamme, j'ai envie de dire, là où le XT3 est plutôt du haut de gamme. Et encore, on pourrait en discuter, je pense que Fujifilm manque probablement d'un appareil photo qui serait du très haut de gamme, style chez Sony le A9, style la manière dont ils voulaient mettre en termes de marketing, le XH1 qui était 2 à 300 € plus cher que le XT3. Donc je pense qu'il manque quelque chose au-dessus du XT3 encore aujourd'hui et il manque quelque chose en dessous du XT30. Et c'était le rôle avant du XA5. Le problème du XA5, c'était que ce n'était pas un appareil photo excellent dans le sens où Fuji avait arnaqué son monde en inventant de la 4K 15 fps. Qui a envie de faire de la 4K 15 fps? Donc un truc où on voit les mouvements saccadés, enfin c'était de la merde quoi. Et ensuite, l'autofocus était plus que moyen sur le XA5, c'était, on va dire, limite. Le problème, c'est que quand on a un produit qui est limite quelque part, il ne fait pas tellement envie, quoi. Ici, Fujifilm a clairement revu sa copie. Le XA7 est beaucoup plus qu'un XA5 remis au goût du jour. Là, Fuji se met quasiment au même niveau que le XT30. Vraiment, on est vraiment pas loin. C'est-à-dire qu'ici, on va le voir, mais on a du 4K 30 fps, on a un autofocus qui est aujourd'hui, à l'heure où l'appareil photo est annoncé, il est plus rapide que celui du XT3 et que du XT30. Donc là aussi, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a vraiment un des meilleurs autofocus sur le marché. Et globalement, l'appareil photo semble bien conçu. Alors Fuji le place avec un positionnement marketing là aussi que je trouve très intelligent. Grosso modo, le positionnement marketing que Fuji a utilisé pour vendre cet appareil photo-là, c'est de dire que les gens ne se prennent pas la tête à prendre des photos avec leur smartphone. Ils ont une interface intuitive, c'est facile à faire grâce aux écrans tactiles des smartphones. Et Fuji dit que c'est le premier appareil photo, entre guillemets, avec l'interface d'un smartphone. Donc, évidemment, pour pouvoir rendre cette promesse possible, il fallait revoir entièrement l'écran. Et Fuji sort avec un écran incroyable sur cet appareil photo d'entrée de gamme, un écran vraiment qui fait envie à absolument tous les appareils photo sur le marché. C'est un écran qui est aussi grand que celui présent sur le D850 de chez Nikon. C'est un écran immense. Et en plus, il se paye le luxe d'avoir la promesse d'être aussi réactif qu'un smartphone. Et quand on lit les différentes reviews à droite, à gauche de gens qui ont eu accès à cet appareil photo, ils semblent tous confirmer que c'est un écran qui est tactile et extrêmement réactif. Donc ça, vraiment, c'est un écran où j'espère que Fuji va se mettre en tête que cet écran-là, il doit aller maintenant sur tous les appareils photo qui vont sortir. Et j'espère que, on va le voir, sur le X Pro 3, il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient avoir un nouvel écran. J'espère que c'est cet écran-là qu'ils vont avoir, parce que cet écran-là, il a l'air de faire vraiment envie. Il est énorme, il est très lumineux, il est plus lumineux que ce qu'on a sur le XT3 et sur le XT30. Il a un tactile qui est beaucoup plus rapide et il a une interface aussi qui a été revue pour se rapprocher un peu de l'expérience qu'on a avec un smartphone. Donc ici, je vous montre quelques images. Alors, nous, on n'a pas forcément besoin de ça sur du XT3 ou sur du XT30 qui ont une ergonomie experte, mais ici, on peut voir que la personne peut choisir sa simulation de film et avec l'écran tactile, il peut faire un geste comme ça, de glisser de droite à gauche pour voir un peu la simulation de film, comment ça va rendre sur mon image. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intuitif. De même qu'on peut voir qu'il y a une interface sur les côtés avec plein de boutons, exactement style menu smartphone, qui va permettre de changer le format, qui va permettre de changer les couleurs, qui va permettre de changer l'autofocus, la luminosité. Et en fait,
de la manière dont Fuji le vend, hein, c'est que vous allez pouvoir tirer le meilleur parti de l'appareil photo sans avoir à suivre une quelconque formation photographique. Donc clairement, c'est un appareil photo qui est marketé comme étant vraiment pour les débutants, vraiment pour les gens qui aiment prendre des photos avec les smartphones, mais qui veulent d'une qualité supérieure tout en gardant l'interface intuitive d'un smartphone. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un produit, certes, il n'a pas de viseur et c'est probablement rédhibitoire pour beaucoup de gens, mais je trouve que c'est un produit qui est vraiment très très bien conçu et qui a probablement un véritable marché à ce niveau-là. Hein. Des gens qui veulent pas se prendre la tête à apprendre la photo et qui veulent juste la qualité, l'interface d'un smartphone, mais sur un appareil photo, je pense qu'il y en a beaucoup. Et donc voilà, le fameux autofocus, donc ici on le voit en démonstration à l'écran, hein, mais clairement c'est bien meilleur que ce qu'a un X-T30 et un X-T3. Hein. On est ici vraiment au même niveau, je pense, que ce qu'a Sony. On peut voir à quel point c'est rapide, à quel point le suivi est performant. Donc, a priori, ce nouvel autofocus-là, il va arriver grâce à une mise à jour prochaine sur le XT3 et sur le XT30. Donc, visiblement, je disais la semaine dernière, bon, ça manque quand même de mise à jour, ce XT3 et ce XT30. La mise à jour, visiblement, va arriver à peu près en même temps que celui du XA7 et va nous permettre d'avoir un autofocus qui est vraiment d'un tout meilleur niveau aujourd'hui sur le marché. Voilà, évidemment, on a la 4K 30 fps, sans crop. On a la même qualité de 4K que sur le XT3 et le XT30, c'est-à-dire qu'on a la 6K qui est réduite en 4K pour avoir la meilleure des qualités. Vraiment, plein de modes intéressants dans cet appareil photo-là. Alors après, il faut voir, les communiqués de presse sont tellement pauvres qu'ils disent même pas, en fait, globalement, comment il va être commercialisé. Il y a un truc un peu bizarre avec cet appareil photo. On dirait qu'il n'est pas tellement prévu d'être vraiment commercialisé. Peut-être que Fuji anticipe qu'il va intéresser personne. Je trouve ça dommage parce que moi, c'est un appareil photo où j'ai presque envie de faire une masterclass dessus. Parce que je pense vraiment qu'il peut intéresser quelqu'un qui n'a pas forcément le budget de se payer un XT30 qu'on trouve de mémoire aux alentours de 999 ou 950 euros. Bah là, ici, pour 750 euros, il a l'objectif de kit, le 15-45, donc qui est vraiment sympa aussi. Hein. En plus d'avoir un appareil photo, il a les modes PASM, donc il a les mêmes possibilités de faire du RAW et de faire de la photographie aussi en se faisant plaisir, mais tout en restant dans un budget plus contenu, mais en conservant une belle vidéo et un bel autofocus. Donc pour moi, c'est un produit où il y a vraiment toute sa place, je pense, dans la gamme Fuji. Et justement, en termes de commercialisation, pour l'instant, je ne suis pas arrivé. Ah bah d'ailleurs, vous avez vu, vous avez acheté cet article le 13 septembre, donc je l'ai commandé, évidemment. Mais le truc bizarre, c'est que Amazon dit qu'ils ont l'exclusivité sur ce produit. Donc Amazon dit que ça sera les seuls à vendre ce produit. Pourquoi? Ça veut dire que Digiphoto ne pourra pas le vendre, que Miss Numérique ne pourra pas le vendre. Bref, en gros, personne ne peut le vendre visiblement à part Amazon, et ça, c'est un peu bizarre. De même que c'est un appareil photo, visiblement, qui n'est pas prévu d'être commercialisé. Je perds ma voix. De même que c'est un appareil photo qui n'est pas prévu visiblement d'être commercialisé nu. Je ne l'ai pas trouvé. On est obligé de l'acheter en kit à 750 euros. Probablement que nu, il pourrait être trouvé à 600 euros. Probablement que ça en ferait une bien trop bonne affaire pour beaucoup de gens qui probablement peut-être se détourneraient, pourquoi pas, du XT30. Je ne sais pas. Est-ce que vraiment le viseur contraindrait les gens à mettre beaucoup plus d'argent pour vraiment avoir le viseur? Moi, j'en suis pas certain. Hein. Si l'écran tactile est vraiment si responsive, je ne sais pas. En tout cas, bon voilà, moi je trouve que c'est une bonne promesse de la part de chez Fuji. On a même un joystick hein, derrière. Vraiment, bon, moi il m'a emballé cet appareil photo. Je suis peut-être le seul à être emballé, mais je trouve que Fuji a bien fait les choses. Voilà, l'autre nouveauté, c'est le fait que ça y est, donc je me lance sur les guides Sony. Donc j'hésitais la semaine dernière, je vous disais que j'hésitais un peu à savoir comment j'allais articuler tout ça. Est-ce que j'allais faire plusieurs chaînes? Est-ce que j'allais en faire qu'une seule? J'ai lu beaucoup de vos commentaires. J'ai pu parler et échanger avec certains d'entre vous. Globalement, tout le monde m'a dit non, Damien, il faut que tu restes avec une seule chaîne parce qu'il y avait une bonne partie de l'audience finalement qui sont intéressés par les deux. Donc bon, bah, c'est évidemment le choix que j'ai décidé. Il n'y aura qu'une seule et même chaîne. La chaîne, je ne sais pas exactement comment elle va s'appeler encore. Elle va probablement s'appeler les guides Fujifilm / Sony ou les guides Fujifilm et Sony, j'en sais rien, quelque chose comme ça. On m'a proposé les guides hybrides, des choses comme ça. Le problème, c'est que j'ai pas envie de prendre un nom si générique que ça. J'ai envie de garder quelque part cette connotation spécialisée dans le nom parce que bah, c'est ce que je fais. J'ai envie de garder un peu cette touche que je suis quand même concentré sur deux univers. Maintenant, Fuji plus Sony, mais je ne suis pas un généraliste comme peuvent l'être beaucoup de youtubeurs. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais spécialement envie. Alors, c'est sûr que pour l'avenir, quelque part, si un jour je décide d'ajouter encore une autre marque,
Mais bon, après, il faut que je puisse suivre aussi. Mais bon, c'est sûr qu'à l'avenir, après, ça va faire et. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait pour l'instant. Donc la chaîne, voilà, ça va rester les guides Fujifilm et Sony, ou les guides Fujifilm / Sony. Alors, j'ai été obligé du coup de refaire un peu la bannière pour YouTube, je vous la montre. Voilà, une bannière assez classique, un tuto photo, test, décryptage, post-traitement. Et j'ai mis les guides Fujifilm, les guides Sony, comprendre son appareil photo et maîtriser tous les réglages. Bon voilà. Et je vais essayer d'inclure ma tête. Pour l'instant, j'ai plusieurs versions avec ma tête, j'hésite. Entre les différentes versions, ça n'a absolument aucune importance. C'est le genre de truc qui permet de procrastiner un peu. On fait ça en regardant une série Netflix le soir, hein, vite fait. Parce que voilà, ça n'a pas spécialement d'importance. Pas grand monde voit la bannière, mais bon, j'avais juste envie de la partager puisque je travaillais un peu sur cette bannière. Voilà, donc vous allez voir débarquer la première vidéo consacrée à l'univers Sony qui sera le test du A7R4. J'ai eu envie de démarrer par ça puisque j'ai eu l'occasion d'avoir le A7R4 avant tout le monde, que je l'ai maintenant depuis un certain temps et sauf erreur de ma part, j'ai quasiment vu aucun test du A7R4. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer par le sujet probablement qui intéresse le plus la communauté Sony, même si évidemment on parle d'un appareil qui n'est pas du tout à la portée de toutes les bourses. Donc voilà, cette vidéo avec le test du A7R4, elle sortira dès demain. Pour le reste, cette semaine, on aura aussi une vidéo que j'ai préparée qui parle de quoi déjà? Oui, je vais avoir une vidéo qui va vous parler, ça va être la suite des ISO. Suite à la vidéo de la semaine dernière où j'ai parlé des ISO et que il ne fallait pas rechigner à monter en ISO parce que vous perdiez en qualité, on m'a demandé une vidéo supplémentaire en fait sur un peu comment gérer des photos à haut ISO et quelles solutions pour éviter de monter dans les ISO. Donc on aura la suite de cette vidéo justement cette semaine et ensuite, et probablement peut-être la semaine prochaine, une vidéo sur la base ISO et le fait que les appareils photo Fuji sont ISO-less, c'est-à-dire qu'ils sont ISO invariants. Mais bon, ça sera peut-être la semaine prochaine, pour l'instant la vidéo n'est pas tournée. Et ensuite, j'aurai une vidéo pour parler de l'autonomie des Fuji et le fait que l'autonomie est pas toujours celle indiquée sur la notice et qu'il ne suffit pas de s'en tenir à ça, qu'il faut prendre beaucoup de choses en considération. Bref, je suis en train de faire les vidéos presque ici en vous donnant le sujet. Voilà, tout ça pour dire qu'il y aura 4 vidéos cette semaine. Le vlog aujourd'hui, le test du A7R4 mardi, les ISO jeudi et l'autonomie variable vendredi. Voilà le programme de la semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!